Alors, je vais faire une transition. J'avais eu des conversations avec David Saint-Vincent et Jean-Pierre Coutron depuis longtemps sur un thème qui, je crois, est très très important. C'est de comprendre l'addiction, non pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue sociétal, de comprendre quelle est la modernité du phénomène, comment il s'inscrit dans des trajectoires transgénérationnelles nouvelles et des choses comme ça. Alors, David Saint-Vincent, qui est le secrétaire général de la Fédération Addiction, a eu la gentillesse de bien venir nous présenter ses vues et ses réflexions qui sont pour moi pleines de sens et de profondeur après nos échanges. David est également un spécialiste de l'addiction, spécialiste de l'adolescence, a travaillé dans des milieux difficiles de l'adolescence, donc il a une vision très transgénérationnelle. Pas seulement un penseur, secrétaire général, c'est aussi un clinicien. Heureusement, il faut quand même de temps en temps voir un peu des patients, je m'associe à cette idée. Et donc, tout ça, ça se passe en Normandie, à la Passerelle. Merci d'être là ce matin avec nous, David. Je crois que je ne vais pas ajouter grand-chose parce qu'il faut qu'on attaque, j'ai déjà 5 minutes de retard. Merci infiniment, David. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on charge ce truc-là. Voilà. C'est celle-là? Oui. C'est celle-là? Super. Ouais, super, ok. Et je vais mettre en mode présentation. C'est là, non? Ah oui, alors. Je crois. Oui, formidable. T'as ça? Ok, super, ça c'est cliqueur. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci beaucoup à Christophe Zawavine déjà de votre invitation. J'espère que je vais être à la hauteur de l'introduction que vous avez faite de moi. Bon. Je vous en laisserai juge en tout cas. Voilà, du coup, je ne vais pas me présenter, ça a été fait brillamment et je crois que je ferai jamais mieux. Mais je vais essayer aujourd'hui de vous parler un peu de ce qu'on essaie de comprendre par société addictogène. L'idée, c'est de faire un peu de faire un petit pas de côté par rapport aux comportements qu'on peut voir, aux événements qui viennent à nous, toutes les actualités que vous pouvez vivre, notamment si vous êtes français, le débat très très récent qui revient régulièrement sur la légalisation du cannabis. On aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais en tout cas faire un peu un pas de côté pour voir en quoi les addictions sont un symptôme moderne. Alors, comme toujours, on se décale un petit peu pour essayer de mettre les choses en perspective. Vous aurez certainement reconnu le professeur Charcot qui au début du XXe, nous a proposé son hypnose vis-à-vis des personnes hystériques. Il ne vous aura pas échappé que l'hystérie est plus tellement une pathologie à la mode. Du coup, ça nous oblige un peu à réfléchir au fait que les hystériques, on n'en voit plus beaucoup, ou très peu, beaucoup moins en tout cas qu'au début du XXe siècle, et c'est probablement parce que le milieu et la société dans laquelle on évolue fait que la chape de plomb qui s'exerce à la fois sur la sexualité, et en particulier chez les femmes, c'est un peu amoindri. Et du coup, les pathologies qui en découlent, nécessairement, évoluent en fonction du contexte culturel dans lequel on se situe. Alors, j'invente rien, ça c'est déjà Freud qui explique que la culture est une façon de civiliser les pulsions. Voilà. Donc, si on veut comprendre un peu à la fois les comportements que nous pouvons avoir les uns et les autres, et à l'extrême les pathologies qui en découlent, de mon point de vue, on ne peut pas les isoler du contexte culturel et sociétal dans lequel on se situe. Voilà. Donc, la thèse un peu qu'on déploie, c'est l'idée que dans ce moment un peu particulier de société en mouvement, c'est-à-dire que certains baptiseront anthropocène depuis les années 50, où on voit que les évolutions techniques viennent un peu bousculer nos modes de vivre ensemble, notre façon de comprendre notre environnement et le monde en général. On peut qualifier cette société d'addictogène. Je vais essayer de creuser un peu ces différents paramètres qui nous permettent de dire que finalement, la société dans laquelle nous vivons, occidentale, capitaliste, libérale, a une fonction addictogène. C'est-à-dire qu'elle nous pousse à avoir des comportements d'addiction.
Autrement dit, les addictions sont un peu une pathologie moderne. Alors, je vais prendre 3 éléments que je vais essayer de dérouler avec vous et qu'on pourra reprendre éventuellement dans la discussion sur, d'une part, une société de la dérégulation. Qu'est-ce qui se met à l'œuvre là comme modalité de dérégulation qui fait que du coup les addictions viennent répondre à ces dérégulations? La société de la performance et de l'obsolescence, hein, et quelles répercussions cela peut avoir sur nos existences propres, et toutes les questions liées à l'instantanéité et la précarité, et du coup, quelles en sont les conséquences. Alors, je vous dis d'ores et déjà, mon intention n'est pas réactionnaire, de vous laisser dire, enfin, ou de vous laisser penser en tout cas que c'était mieux avant, et que l'idée, ce serait quand même de revenir en arrière, parce qu'on vit un monde terrible. Non, il n'en est rien. Hein. Je pourrais peut-être dire ça par la suite, mais enfin, concrètement, je pense que même si notre société est addictogène, c'est pas pour autant qu'on a à la repousser. Je pense qu'on peut aussi avoir un plaisir à être dans une société addictogène parce que nos trajectoires sont propres, nous sommes plus déterminés de façon trop rigide et ce n'est que la face obscure, on va dire, d'une pièce. Alors sur les dérégulations tout d'abord, on voit que au fil de l'histoire, on a des modalités d'organisation sociale qui ont été bouleversées. Hein. Alors, c'est pas nouveau, hein, du Moyen-Âge, puis la Renaissance, avec du coup la naissance un peu de l'intimité et du contrôle de soi. Les sociétés industrielles ont continué dans cette logique-là de bouleversement aussi des organisations sociales. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'industrialisation, fin 19e, début 20e en particulier, on a constaté un exode rural massif qui a imposé beaucoup de réorganisation du tissu social. Alors qu'auparavant, on va dire que chacun s'identifiait, se reconnaissait et se positionnait dans un village où chacun s'identifiait, petit à petit, l'exode rural a créé de l'anonymisation, le fait que les gens étaient en quelque sorte noyés dans une masse probablement indistincte. Alors, la photo que j'ai prise à votre gauche montre qu'il y a eu des modalités de résistance, hein, c'est-à-dire qu'on le voit très bien à Paris, hein, dans les quartiers qu'on peut connaître pour les Parisiens. On sait qu'il y a des quartiers de Bretons, des quartiers de Corse, des quartiers d'Auvergnat. Ça résiste plus tellement à notre réalité du XXIe siècle aujourd'hui, mais pour vous dire qu'il y a eu quand même des réorganisations qui se sont faites à la faveur de l'industrialisation, où certes, les gens venaient chercher du travail dans les grandes villes, mais se reconstituaient par quartier d'origine géographique, qui permettait un peu de créer du même. La différence là qu'on voit s'opérer aujourd'hui, en particulier avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles modalités de socialisation, c'est que ces communautés sont moins physiques que virtuelles. Les associations entre personnes se font plus par affinité, par mème, par passion commune, par des algorithmes qui déterminent pour nous quelles seront nos affinités probables futures, et du coup viennent agencer un peu des associations qu'on aurait alors soit prévues à l'origine, hein, c'est le cas, je ne sais pas moi, d'un groupe Facebook par exemple, ou alors où un algorithme vient un peu pour nous faire ce travail d'association, en disant cette personne est faite pour vous. Je pense là par exemple aux sites de rencontres et différentes modalités là qui viennent agencer nos modalités de proximité. Voilà. C'est-à-dire que ce que ça a comme conséquence, malgré tout, c'est que finalement, ces affinités-là, elles sont plutôt instantanées, plutôt interchangeables, et on a une capacité aussi, une possibilité à zapper ces différentes affinités. C'est-à-dire que je ne viens pas me confronter à un objet total, hein, qui est à la fois positif et en même temps frustrant. Je fais référence là à tout l'enjeu lié à la génitalité, c'est-à-dire accepter que je suis quelqu'un, mais que je suis fini, et que j'ai besoin de l'autre pour arriver à mes fins, et c'est cette interdépendance qui va
finalement faire le lien social. Là, avec ces communautés virtuelles, on est dans une illusion de toute puissance où finalement on peut piocher à droite à gauche dans des objets partiels et du coup ça vient en quelque sorte vulnérabiliser un peu cette dialectique qu'il peut y avoir entre quelqu'un me convient mais en même temps une partie de lui ne me convient pas mais j'ai quand même affaire avec. Ici on a la possibilité technique de pouvoir faire ce zapping. Une des conséquences qu'on peut peut-être en entendre, c'est l'augmentation du nombre de divorces ou un vécu un peu consommatoire du couple. Alors, je peux aller à un certain moment donné dans des stéréotypes ou dans des logiques un peu poussées jusqu'au bout, je vous prie de m'en excuser, c'est pour essayer d'avoir un propos clair. Bien sûr, mon intention n'est pas d'être caricaturale. Alors l'autre photo, alors celle-là je l'adore, en plus on est en France, on est en pleine polémique sur le service national universel. Mon intention n'est pas là de me jeter à corps perdu dans cette polémique-là, mais en tout cas pour dire que ce qui quand même a nettement évolué depuis ces dernières décennies, c'est que on avait aussi des rites de passage assez structurants dans nos sociétés traditionnelles, si on pouvait les appeler comme ça, qui viennent un peu créer des rites de passage. Alors les rites de passage, c'est quand même des fonctions extrêmement importantes dans nos cultures, enfin dans toutes les cultures, j'ai envie de dire. Et voilà, un très bon exemple de ça, c'est le service militaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'ai aucune nostalgie pour le service militaire, mais en tout cas, il faut qu'on puisse s'interroger sur cette modalité du service militaire qui était certes réservée aux hommes, mais qui avait une logique très descendante et très verticale, où du coup l'État venait créer une communauté nationale au moyen du service militaire et venait mettre ensemble des personnes d'origine sociale et d'aspiration complètement différentes. Voilà. Alors, le service militaire pour certains peut être très traumatique, pour d'autres peut même être l'entrée vers des consommations de produits débridés, mais en tout cas, ce service, ces modalités-là d'organisation du commun se délitent petit à petit, voilà. Sans qu'on arrive vraiment à jusqu'ici à en trouver, ou en tout cas on a des prémices de droite et de gauche, et on ne sait pas encore très bien comment ces choses-là vont s'organiser. On est un peu dans ce moment de transition. L'autre exemple que j'ai mis en parallèle de ce service militaire, c'est celui des spring break, où on voit que malgré ces organisations très rigides, qui du coup ont été vécues comme rigides et du coup probablement peu souhaitables, se sont substituées quand même des logiques d'organisation du commun qui continuent à perdurer. Voilà, c'est l'exemple des spring break où finalement on a besoin aussi de se retrouver et d'organiser un peu quelque chose pour marquer la fin d'une période, le début d'une autre. Alors là, typiquement, la fin du lycée pour arriver aux études supérieures. On peut inventer d'autres, notamment, je pense au fait dans les écoles de commerce ou les soirées médecine, par exemple, où du coup, il y a quand même une dimension de constitution de communauté vraiment importante. La différence, peut-être, c'est qu'elle est beaucoup plus homogène en termes de caractéristiques sociales, beaucoup plus dans l'endogamie, on pourrait dire, c'est-à-dire que là, les spring break à Cancun en 2016, concrètement, il faut avoir l'argent pour se payer le billet. Il faut aussi avoir les caractéristiques physiques pour arriver à donner le change. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux, musclés, etc. Voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là, malgré tout. Voilà. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est quand même dans une logique un peu consommatoire, orientée aussi par, finalement, des opérateurs commerciaux qui, à des fins de communication, finalement, organisent un peu ces fêtes-là. On voit bien aussi la présence importante des consommations, d'une hypersexualisation qui est à l'œuvre. Voilà. Donc, on a quand même des modèles sociaux qui sont un peu paradoxaux, c'est-à-dire qu'on a un qui prône la mesure et la normalité, et l'autre
souvent à vocation marchande, qui promeut un dépassement de soi, un dépassement de ses limites, une intensité des sensations. Je n'ai pas évoqué la question des écrans, mais je pense qu'on voit aussi comment, dans nos sociétés modernes, nous sommes dans un bain d'hyper-sollicitation sensorielle. La multiplicité des écrans, la multiplicité sensorielle, qu'elle soit auditive, visuelle, olfactive un peu moins, mais voilà, cette hypersensorialité qui nous conduit soit à prendre cette vague-là et être dans cette hyper-consommation, soit à plutôt être dans des conduites d'évitement. Peut-être que chacun y verra les usages différents possibles entre les hypnotiques pour se mettre dans sa bulle ou alors plutôt les consommations d'excitants qui viennent potentialiser et maximiser la fête. Voilà. En tout cas, voilà, ce qui prime, donc, c'est vraiment la sensation qui prime sur l'émotion, l'excès qui, du coup, devient plus la norme et que plutôt une transgression. Et on voit dans ce cadre-là comment, finalement, le binge drinking, dont on parle beaucoup, dont les adultes s'alarment énormément, alors à juste titre, par ailleurs, mais comment, finalement, ces consommations-là ne sont simplement que des consommations modernes. C'est-à-dire on l'a vu là avec les dernières enquêtes de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, on est passé maintenant à un modèle de consommation latin, c'est-à-dire on consomme régulièrement de l'alcool, mais en quantité relativement modérée, qui crée des pathologies plutôt du type cancer ou du foie, à des consommations qui sont moins fréquentes, mais beaucoup plus importantes. Et finalement, ces façons de consommer, c'est ni plus ni moins que des façons modernes de consommer. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement du toujours plus, de l'excès, de l'hyper-potentialisation de soi. Et du coup, le binge drinking vient simplement répondre en fait à ces injonctions sociétales ou culturelles dans lesquelles les jeunes se situent. Voilà. Donc, avec du coup les pathologies qui en découlent. C'est-à-dire le risque est moins finalement celui du cancer que celui des accidents liés à la surconsommation, au coma éthylique, aux dommages neurologiques à court terme provoqués par ces consommations-là, qui seraient plutôt des consommations, entre guillemets, à l'anglo-saxonne. Ça va, je ne vais pas trop vite? Donc, un des effets possibles, alors je souligne le possible, parce qu'on n'est pas là dans la prédestination, c'est qu'avec ces organisations du social par le même, par la proximité, on évacue le conflit générationnel et éducatif. C'est-à-dire que on ne fonctionne plus dans ce qui est mis en difficulté dans ces organisations-là, c'est la question de la transmission. C'est-à-dire que les modes de consommation, par exemple, même les consommations de l'informatique, quand j'ai commencé moi mon travail en consultation jeunes consommateurs, on voyait bien comment l'usage de cannabis, et il y avait un fossé générationnel entre l'usage de cannabis que faisaient les adolescents, on va dire dans les années 2000, et celui que avaient peut-être fait leurs parents dans les années 70. On est sur des modalités d'usage complètement différentes et du coup une difficulté à rejoindre un peu les deux mondes. On va dire que ces aspects-là, en fait, contaminent beaucoup de secteurs de nos vies. Et du coup, la difficulté, c'est celui d'arriver à être dans une transmission générationnelle. Par transmission, je ne veux pas dire forcément quelque chose de nécessairement harmonieux, mais plutôt quelque chose de l'ordre de la conflictualité. On sait bien que l'adolescent, pour pouvoir se développer, a besoin de cette conflictualité, à la fois pour se situer par rapport à l'éducation qu'il a reçue et pouvoir y adjoindre ce qu'il perçoit du monde et qu'il veut faire perdurer. Et du coup, l'arrivée à l'âge adulte, on va dire, c'est un peu pouvoir arriver à faire sa propre recette entre à la fois ses modalités de transmission et ses modalités de découverte à l'extérieur. Donc, cette endogamie là dont je parlais pose quelques difficultés au niveau de ce conflit générationnel, au sens noble du terme. Cette conflictualité, elle est mise en difficulté. Les parents eux-mêmes sont aussi souvent invalidés dans leur fonction éducative en disant bah ouais, mais enfin, faut être cool, il va falloir arrêter de poser trop de limites, c'est mal vu de poser des limites. En tout cas, on peut avoir ce sentiment-là. Quand on rencontre les parents, on voit qu'ils sont souvent en difficulté.
L'exemple typique, c'est celui du vous comprenez, je fume, je ne vais pas interdire à mon ado de fumer. Voilà. L'idée n'est pas de partager une expérience individuelle. L'idée est bien de savoir comment, en tant que parent, on a une position à adopter qui puisse être aussi de l'ordre de l'interdit, mais l'interdit ne signifie pas forcément que la transgression n'est pas possible. Et ça élargit du coup la distance sociale et le clivage entre le monde des adultes et des adolescents, je l'ai dit. Et finalement, paradoxalement, c'est pas quelque chose qui permet d'évacuer ce conflit-là. Et au contraire, l'adolescent a plutôt tendance à l'internaliser. Et plutôt que de l'adresser aux parents, elle va être source de tensions internes et va créer de la culpabilité, voire aussi parfois de la violence chez l'adolescent qui est le plus vulnérable par rapport à ce conflit-là interne. Voilà. En tout cas, voilà, ça pose la question du sentiment de continuité individuelle et durable dans une information qui est toujours de plus en plus séquencée et éphémère. Alors, société de la performance et de l'obsolescence. Alors, j'ai pris un exemple parmi d'autres, mais ça vaut ce que ça vaut. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point les techniques évoluent et quelles sont un peu l'accélération exponentielle de cette évolution des techniques. Alors là, j'ai pris un exemple parmi d'autres, celui entre le boulier chinois qu'on pourrait faire remonter vaguement au premier millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la calculatrice de Pascal. Il s'est écoulé à peu près plus de 2000 ans. Entre le premier téléphone qui a été inventé par Graham Bell et le premier téléphone dont l'usage peut être autre chose que d'avoir des communications téléphoniques, tout le monde connaît ce modèle qui est entré dans l'histoire, je crois, il s'est écoulé finalement 130 ans. On peut prendre plein d'autres exemples. Celui, par exemple, de se dire que pour arriver à 50 millions de postes radiophoniques, il a fallu 38 ans. Pour arriver à 50 millions de télévisions, il a fallu 14 ans. Pour arriver à 50 millions de personnes connectées sur Internet, il a fallu 4 ans. On voit un peu l'expansion énorme des techniques et de leur diffusion. Voilà. Ça va forcément percuter nos organisations sociales. C'est-à-dire que les régulations que les sociétés peuvent mettre en œuvre face à l'avancée extrêmement rapide de ces techniques, elle est vraiment mise en difficulté dans ces circonstances-là. Du coup, comme je disais, oui, ça va bousculer la question de la transmission de l'expérience, ça va bousculer. On peut prendre aussi un autre exemple, celui de l'inflation, par exemple, des molécules dans les traitements divers et variés. On voit aujourd'hui que quand on est médecin généraliste, finalement, alors qu'auparavant on peut se dire que l'expérience ou l'ancienneté d'un médecin généraliste est plutôt un gage de professionnalisme, de qualité, aujourd'hui, devant le nombre de molécules et de traitements qui existent, finalement, être un médecin proche de la retraite est presque un gage d'obsolescence. Je suis très caricatural, j'en ai conscience, et heureusement d'ailleurs que le patient n'attend pas finalement que le traitement de la part du médecin généraliste, parce que là je crois que les plus anciens ont des cartes à jouer intéressantes. Néanmoins, on voit bien comment on est bousculé par ça. C'est-à-dire que devant la multiplication des molécules et des traitements qui existent, l'entendement humain, malgré toutes les capacités cognitives qu'on peut avoir, vraiment est vraiment mis en difficulté. C'est-à-dire qu'on a plus vite fait de lire la notice, que le médecin généraliste a plus vite fait de lire la notice du médicament ou de croire ce qu'on va lui expliquer sur ce médicament que d'avoir à confronter les différentes études, les controverses, parce que sinon il est à la traîne, inévitablement. On le voit avec le baclofène aussi, qui est un bon exemple, où finalement on a des avancées comme ça qui viennent percuter également l'avancée de la science. C'est-à-dire qu'on se dit que le baclofène, ça fonctionne, c'est une molécule qui marche, les usagers viennent demander du baclofène comme traitement parfois idéalisé, parfois à juste titre, de leur usage d'alcool. Et les médecins, au moment de l'arrivée du baclofène, étaient très décontenancés parce qu'il y avait peu de données scientifiques. La régulation aussi
scientifique qui permet un peu d'avoir des données robustes, solides, pour avoir un peu un cadre suffisamment intelligent, on voit bien qu'on a des tensions très fortes entre ces deux aspects-là, entre la demande et l'offre suffisamment structurée. Le sport est aussi un très bon exemple de cette société de la performance et de l'obsolescence. Alors j'ai pris le fameux, le fameux adage des Jeux Olympiques, Sisus Altus Fortius, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà. On a le sentiment quand même, en 2019, aujourd'hui, que on atteint petit à petit des limites de l'ordre des capacités humaines. Enfin, c'est peut-être en tout cas ce sentiment ambiant qu'on peut avoir. Et ce paradoxe qui est que on a cette injonction de la performance là, qui est clairement énoncée, mais derrière une panique dès lors qu'on constate les dérives de cette performance, ni plus ni moins que le dopage. Voilà. Cette question du dopage, elle ne se limite pas seulement à la question du sport. La performance, elle est aussi dans le milieu de travail. On voit comment maintenant aussi les conduites dopantes, ou même le dopage au sens strict, est vraiment une donnée à prendre en compte dans les organisations. Et finalement, où les méthodes de management sont encore assez peu conscientes de comment une organisation peut à un moment donné conduire à des conduites dopantes. Voire, même parfois, s'en lave complètement les mains. Dans cette circonstance-là, on voit aussi fleurir l'utopie transhumaniste. Alors, je pense là, comme ça, en association libre, à Oscar Pistorius, par exemple, qui a été un beau moment où on s'est rendu compte pour la première fois qu'une personne handicapée pouvait courir plus vite qu'un coureur de 100 mètres. Ce qui a quand même été une révolution, en tout cas un changement de paradigme, ce qui est quand même plutôt bien pour l'inclusion des personnes handicapées, mais du coup qui pose aussi la question de, voilà, maintenant on a des outils techniques qui viennent avec cette illusion que la finitude de l'être humain peut être enfin évacuée au moyen de la technique. Voilà. Elle peut être évacuée au moyen de la technique, alors sur le sport, mais on peut y aller aussi du côté de, maintenant on a des algorithmes qui viennent rendre des décisions de justice, on a des agents conversationnels qui viennent se substituer pour partie à des soignants. L'idée n'est pas de créer un vent de panique sur ces questions-là, mais en tout cas d'interroger ça, de le mettre en perspective. C'est-à-dire qu'on a quand même l'idée que, enfin, on va pouvoir arrêter de se poser cette question de l'humain est imparfait, l'humain est fini quelque part, et ça c'est insupportable, ça nous est insupportable. Et en même temps, c'est ce qui fait la condition de notre humanité, et peut-être aussi son intérêt. Voilà. Alors, je dirais en tant qu'adulte, c'est finalement peut-être pas si grave que ça, mais dans la construction d'un adolescent ou dans la construction d'une personnalité, accepter cette question de la finitude et pouvoir tolérer que cette finitude est à la fois constitutive de ce qu'on est et qu'elle est aussi la voie de notre humanité et de la plus-value aussi qu'on a, et c'est ce qui crée le lien social, c'est un élément éducatif qui probablement peut avoir de moins en moins de valeur. En tout cas, il y a quelque chose à inventer de ce côté-là. Un autre exemple, c'est la question du biohacking. J'aime beaucoup, c'est qu'on parle maintenant, un terme à la mode est celui de... On ne parle plus vraiment d'usage de drogue ou de conduite dopante, mais plutôt de questions de biohacking. On voit bien aussi comment les termes viennent nous interroger. C'est-à-dire qu'on a vraiment une informatisation, une intelligibilité un peu informatique de l'être humain. Voilà. Et du coup, on n'est plus dans des usages de drogue, on est dans du biohacking. C'est-à-dire qu'on vient un peu reprogrammer l'esprit humain, les limites psychiques. La question de l'instantanéité et de la précarité, alors c'est pas pour mettre au pilori toutes ces marques, certainement pas, mais juste dire que voilà, tous ces services-là qui nous sont proposés à hauteur de pouce, nous mettent dans une situation où finalement on n'a plus tellement à différer nos
nos envies, même pas nos besoins, nos envies. C'est-à-dire qu'on a tout à disposition avec la possibilité finalement de satisfaire nos pulsions de façon assez instantanée. Le corollaire de ça, quand même, c'est que ça induit aussi une précarité de l'expérience. C'est-à-dire que les choses sont de plus en plus séquencées. On n'est plus dans ce monde où l'enjeu était d'accéder à l'information. On est dans un monde où l'enjeu est d'arriver à faire le tri et à analyser les informations. Je pense que c'est extrêmement important de mettre ça en perspective parce que ça conditionne nécessairement les postures éducatives qu'on doit adopter à l'heure actuelle. L'instantanéité et l'accélération fait que du coup, la question de la transmission de l'expérience ne peut plus se faire. C'est toute la question de maintenant un livreur chez Deliveroo, chez Uber, ou j'en passe et des meilleurs. L'enjeu n'est pas tellement de savoir comment il va transmettre son savoir-faire à son collègue pour arriver à améliorer une qualité. Ce n'est plus du tout ça qui est en jeu. L'enjeu, c'est qu'il y ait un service, le service soit rendu, et puis les personnes sont potentiellement interchangeables. Ce qu'il en résulte quand même, c'est ce délitement de la transmission de l'expérience, voilà, qui a aussi un retentissement, y compris dans nos méthodes éducatives, nos façons de pouvoir gérer la transmission aussi au sein des familles même. Alors, je relis mes notes parce que j'en ai beaucoup. Du coup, l'impulsivité, alors qu'auparavant on pouvait peut-être la ranger dans la catégorie des défauts ou des difficultés, est plutôt cultivée en fait. C'est-à-dire que maintenant, il s'agit de ne plus se prendre la tête. Alors, je ne sais pas si ça se traduit bien en anglais, ça, mais voilà. C'est-à-dire que vraiment, l'injonction, c'est ça. On va arrêter de se prendre la tête. Maintenant, on a juste un besoin, il s'agit d'y répondre. C'est quasiment pavlovien, quoi. Hein, on entend la clochette sonner, on a faim, quoi. Je vous laisse faire le parallèle avec la question des addictions, hein, où on voit bien que, dans une certaine mesure, la conduite addictive est un court-circuitage de la pensée. Et d'ailleurs, même au niveau neurobiologique, hein, on voit bien comment les addictions, au niveau du fonctionnement neurobiologique de l'addiction, quelqu'un de dépendant à un produit a un circuit de récompense qui tourne en roue libre. Il n'y a plus le cortex préfrontal qui vient analyser les données, les remettre en perspective et réguler ce système de récompense. Voilà. C'est toute la question du neuromarketing, hein, c'est-à-dire que l'objectif du neuromarketing est bien d'évacuer au maximum toutes les fonctions qu'on qualifie de supérieures de régulation de notre système de récompense. Alors, ça, c'est pas nouveau, hein. Ça commence... je vous laisse relire Zola avec Le Bonheur des Dames, hein, qui déjà, on voit les prémices de ce fonctionnement qui vient flatter, qui vient créer le besoin, flatter l'impulsivité pour pouvoir mieux vendre. Voilà. Une fois de plus, la question est celle de l'évolution et de l'évolution exponentielle des choses. Hein. Je ne sais plus quel auteur expliquait que dans un supermarché des années 50, en moyenne, on avait environ 450 produits à disposition. Maintenant, on en a 40 000. On est dans une pléthore d'objets. Et là, je mets de côté tout ce qui est achat par correspondance. C'est-à-dire que maintenant, le moindre objet un peu tarabiscoté ou farfelu que vous pourriez imaginer, il existe quasiment. Et il est à disposition. Et il est livré en 2 jours. Toute publicité est fortuite, bien sûr. Voilà. Et du coup, pas étonnant que dans ces circonstances-là, on puisse se dire la pratique addictive, finalement, est même plus une conséquence, elle est même valorisée. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans cette logique de l'idéal, finalement, pour un vendeur, quelle que soit la marchandise,
c'est que sa marchandise soit de la drogue. Il a un public captif, il a un besoin irrépressible de continuer cette consommation-là, et du coup, c'est un peu ce paradigme-là qui est à l'œuvre. Alors, j'ai pris 2 exemples que je dois à Jean-Michel Delisle, qui nous a présenté l'année dernière à Paris, dans le déjeuner national, et que je trouve très évocatrice. Il y en a pléthore. Celle-là, j'ai trouvé intéressante. Alors, Dior Addict, alors déjà, tout est dans le texte. On voit là le geste de cigarette, clairement. Et puis, j'ai pas le slogan là, mais c'est « Shine, don't be shy ». C'est-à-dire concrètement, il ne s'agit pas de se contrôler, il faut briller. Voilà. L'autre me paraît aussi très intéressante. C'est-à-dire que là, on a, pour les plus continentaux, ce serait plutôt une image un peu de la consommation de l'alcoolodépendant qui en vient à consommer du parfum lorsqu'il est en manque d'alcool. Pour les Nord-Américains qui sont peut-être un peu plus rompus à ce qu'est le purple drunk, on voit là un parallèle évident. Voilà. Le purple drunk, c'est une drogue qui est consommée dans les fêtes. C'est un mélange de codéine, de sirop de codéine, ce qui donne sa couleur violette, et d'antihistaminique. Voilà. Et c'est toujours d'ailleurs des produits qui sont consommés lors de soirées. D'ailleurs, il y a pas mal de clips qui font un peu l'apologie de cette boisson-là. Donc là, on n'est même plus masqué, on n'avance même plus masqué. C'est-à-dire clairement, voilà, on y est. La question de l'illicite, la question de la transgression est vraiment la norme, en fait. Donc voilà. Si je devais un peu résumer tout ce que j'avais un peu élaboré là, du coup on est dans une hyper-sollicitation de l'achat. Alors oui, juste pour revenir, le dernier avatar de ces questions-là, c'est la question aussi de tout ce qui est le numérique. Vous savez, on a eu un cadre de Facebook notamment qui a fait un coming out pour dire tout le mal qu'il pensait de Facebook et toute la toxicité qu'il pouvait avoir pour le tissu social. On peut faire référence là, en tout cas, à tout ce qui est l'économie de l'attention. Alors, à son époque, un dirigeant de TF1 avait fait scandale en parlant du temps de cerveau disponible. On est complètement dans cet enjeu-là à l'heure actuelle. C'est-à-dire que toutes les applications téléphoniques, pas toutes, mais une partie non négligeable des applications de téléphone n'ont même plus pour fonction de répondre à un besoin ou apporter un service, mais une bonne partie, en particulier des applications adolescentes, ont juste pour fonction de créer une sorte de captation de l'attention dans l'objectif que les données puissent être exploitées à des fins commerciales. Voilà. On est dans ce registre-là, c'est-à-dire que maintenant, on n'est même plus dans une logique d'apporter un service, enfin, je caricature bien sûr, mais cette logique est parfois moins importante que celle de pouvoir utiliser au final l'humain comme un matériau commercialisable. Ça va, je vous plombe pas le moral ? Je vais revenir dessus. L'idée, c'est pas de dire que tout est foutu. Je suis pas tellement millénariste dans l'âme, mais juste pour dire que ces éléments-là, ils ont toujours existé. Ils sont toujours à l'œuvre. Ils ont juste un degré de raffinement qu'on n'a jamais connu jusqu'ici. Et un degré de raffinement que toutes les forces de régulation sont en difficulté pour agir. C'est ça l'enjeu. C'est pas tellement de dire que on a toujours eu de l'hypersollicitation, on a toujours eu des gens qui souhaitaient utiliser, nous vendre quelque chose. Et en soi, je veux dire, c'est pas non plus totalement inapproprié, mais c'est à mettre en parallèle avec la désynchronisation de tous les éléments de régulation qu'on peut avoir dans nos sociétés. Voilà, j'ai fait référence au service militaire, j'ai fait référence à la science, l'éducation, où du coup les parents sont de plus en plus de difficultés pour cette transmission-là. Et du coup, c'est les éléments-là addictogènes liés aussi à la mise en vulnérabilité de tous les éléments de régulation qu'on peut avoir à disposition, qui fait qu'on a abouti un peu à une situation
qu'on a à l'heure actuelle. Une fois de plus, je ne suis pas millénariste. Ces solutions, on va probablement les trouver. Mais pour pouvoir les trouver, me semble-t-il, il faut peut-être se faire un diagnostic avant. Voilà, donc, pour résumer un petit peu, donc hyper-sollicitation de l'achat, la course à l'objet, multiplier les objets, avoir toujours le dernier modèle, et puis bien sûr les modèles changent tous les mois, hein, parce que sinon on risquerait alors que le lave-vaisselle qui dure 30 ans, c'est pas très utile maintenant dans le monde dans lequel on vit. Il faut pouvoir stimuler la consommation, hein. La vitesse et l'immédiateté, qui vient du coup percuter les questions liées à la transmission et à l'expérience, à la densité de l'expérience. L'expérience est de plus en plus fugace et plus de l'ordre de la sensation. La captation de l'attention. Et du coup, la réorganisation de la sphère privée, de la sphère publique que ça engendre. Voilà. Donc, tous ces ingrédients-là, je crois que pour ceux qui ont dans leur patientèle ou qui rencontrent des personnes en difficulté avec les usages de produits, je pense que ça doit sans doute vous parler. Et tout ça pour dire aussi que dans ces logiques-là très raffinées, les adolescents sont les cibles principales des messages de sollicitation. Parce qu'on sait bien que ce sont à la fois les plus vulnérables. Ils ont un cerveau en constitution, hein. Ça a été, j'ai plus mes sources, mais on voit bien comment au fil de l'adolescence, y compris sur le plan neurobiologique, le cortex préfrontal est quand même la dernière structure qui vient à s'établir, hein. Et du coup, on a une cible rêvée pour la publicité ou pour l'injonction d'achat. Et du coup, ce n'est pas étonnant que dans ces circonstances-là, la cible qui est promue, c'est celle de l'adolescence. Rester jeune, toujours et si possible, rester adolescent, c'est tellement mieux. Dans les conduites dopantes, on a tout ce qui est crème anti-âge aussi, les boissons détox. On pourrait aussi rajouter les produits qu'on vient prendre pour éliminer les effets négatifs d'autres produits, hein. Ça parle tout de suite, hein, quand on a quelqu'un qui vient utiliser par ailleurs l'alcool pour compenser sa descente d'héroïne, par exemple, hein. Ah, c'est la même logique qui est à l'œuvre. Du coup, voilà, j'en viens, hein, du coup, quel est l'intérêt de prendre en compte cette question de la société addictogène dans nos pratiques? Parce que c'est pas juste pour faire le fanfaron que je vous parle de ça, c'est que pour moi, ça doit avoir une incidence sur la façon dont on a à concevoir à la fois les régulations qu'on a à mettre en œuvre et aussi les stratégies thérapeutiques et éducatives qu'on doit mettre en place là, qui doivent correspondre à la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle. On voit bien que les régulations d'avant ne marchent plus très bien. Et la tentation, bien sûr, et on le voit notamment sur la question de la légalisation du cannabis, la tentation, c'est de se dire qu'on va revenir à un ordre moral et que cet ordre moral sera protecteur. On va créer une norme juridique et cette norme juridique va créer une norme sociale. Alors, pour le coup, ce n'est pas du tout mon point de vue, je pense que c'est une foutaise, qu'on pourrait qualifier de réactionnaire. Pour moi, la question, c'est de savoir de comment on invente des régulations qui soient adaptées au monde d'aujourd'hui. Je vous ai remis le fameux triangle de Liebenstein, qui du coup resitue bien la question des addictions comme étant le fruit de la conjonction de 3 facteurs principaux. Une personne, un produit, un contexte. Et l'un ne peut jamais être pris isolément des 2 autres. L'un peut être priorisé par rapport à d'autres, bien entendu, hein. Parfois, c'est important de se concentrer sur la question du produit, parfois sur la question du contexte. Voilà. Et souvent, on va dire, la question du contexte et de l'environnement culturel, social et éducatif dans lequel on vient rencontrer les personnes est peut-être largement sous-estimée. En tout cas, de mon point de vue, c'est une erreur. Pour pouvoir aussi avoir des réponses et élaborer des réponses, je pense que c'est important de défendre une approche intégrée du traitement des addictions. Voilà, une approche intégrée ne signifie pas forcément que tout est dans tout et que tout le monde doit tout faire.
mais qu'on puisse avoir un langage relativement commun, qui permette aussi à la personne qui en fait la demande de pouvoir se repérer dans une boîte à outils qui lui correspondrait le mieux. Voilà. Notre travail n'est pas tellement de valider notre approche qui serait, de notre point de vue, et forcément, c'est bien humain, la meilleure, mais plutôt de donner à voir la diversité des approches qui correspondraient le mieux à la personne, en fonction des besoins qui ont été identifiés. Cette intégration, elle est importante, à la fois dans les approches thérapeutiques, en interne, en tant que personnel professionnel ou intervenant, au sein des institutions qu'on a, aussi. C'est-à-dire que de faire équipe, de pouvoir travailler avec des professionnels de champs différents, qu'un médecin puisse travailler avec un éducateur, qui puisse travailler avec un psychologue, le tout sans qu'il y ait une relation hiérarchique et qu'on puisse avoir vraiment une vision à imbriquer, là, comme le triangle que je vous ai présenté dans la diapositive précédente. On arrive à la fin, je crois. Voilà, un autre... je vais en terminer par là. Du coup, vous expliquer un peu la dimension sociale et éducative. Alors, le modèle que je vous présente là, c'est celui de l'intervention précoce. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu notion, qu'on doit à nos collègues suisses du GREA, notamment, qui, du coup, différencie un peu différentes stratégies d'intervention du plus collectif au plus individuel. Voilà. Avec, du coup, les réponses adaptées aux différentes modalités. On voit que dans un premier temps, dans le collectif, on est plutôt sur la promotion d'un environnement favorable, c'est-à-dire limiter les vulnérabilités potentielles, parce que toutes les sollicitations dont je vous parlais, toute la société addictogène dans laquelle on voit bien que certains s'en tireront très bien, parce qu'ils auront le bagage culturel, éducatif, d'instruction, qui leur permettront d'arriver à se frayer un chemin assez paisiblement dans ce monde d'hypersollicitation. Ils verront d'ailleurs même l'occasion de potentialiser leur emprise sur le monde, leur liberté. Et ça, c'est plutôt le côté positif, d'ailleurs, de nos sociétés libérales. Mais on voit aussi du côté que les plus vulnérables, ceux qui ont eu des vécus traumatiques, ceux qui ont un déficit culturel ou qui sont dans un tissu social ou dans une précarité importante, ont des facteurs de vulnérabilité qui fait qu'ils vont rester un peu coincés dans des usages dont ils ne pourront pas avoir les bénéfices suffisants. Et du coup les stratégies qui en découlent, du coup, voilà, dans le collectif, est plutôt sur la promotion du pouvoir d'agir, vraiment donner aussi, mettre en compétence, pas seulement les addictologues, et ça j'y tiens, l'addictologie ne concerne pas que les addictologues, ça concerne tout le monde, ça concerne les éducateurs, au sens large, qu'ils soient professeurs, parents, boulangers du coin, mais vraiment pouvoir créer un environnement favorable de façon à pouvoir limiter de façon globale les vulnérabilités liées à nos sociétés addictogènes. Ensuite, la question du repérage. Et par repérage, j'entends pas forcément une stigmatisation, certainement pas, mais plutôt se dire que là, les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, on a un risque, à un moment donné, que du coup, l'usage de produits psychoactifs, quels qu'ils soient, puisse dériver en dépendance. Donc l'important, c'est de pouvoir repérer le plus précocement possible et pas attendre qu'ils viennent rencontrer un professionnel de soins pour que ça puisse advenir. Et bien sûr, avec, en bout de course, l'intervention de professionnels plus spécialisés. Voilà. Pour conclure, juste vous dire que accompagner les personnes consommatrices de substances psychoactives ou qui souffrent d'addiction est essentiel, mais doit, pour moi, aborder des approches préventives, thérapeutiques et citoyennes, et du coup ne pas être réservé qu'à des spécialistes. Voilà. Je vous remercie. Merci David. Merci beaucoup David. Prends place ici. Merci. Cosmo. On va apporter un casque. Julie, est-ce que je pourrais avoir un casque de traduction, s'il te plaît? Merci. Alors, merci infiniment David. J'ai le plaisir d'accueillir... Ça, c'est ton micro, et moi, j'ai ce petit truc-là, c'est pas mal. Le plaisir d'accueillir Cosmo Duff Gordon,
D'abord, c'est un plaisir personnel, mais ensuite c'est un plaisir collectif parce que connaissant vous deux, je suis convaincu aujourd'hui qu'il va se passer plein de choses intéressantes. Cosmo, docteur Cosmo Duff Gordon, docteur pas du tout comme en médecine, mais comme en PhD. À propos de quoi? Correct. Psychology. D'accord. Ok. Psychology. Avec une vision assez éclectique de l'addiction et de la psychologie, mais aussi une vision anglo-saxonne. Alors, on va entamer très vite la discussion. C'est déprimant, hein, David. C'est déprimant de se sentir, pour être congruent socialement, de devoir adhérer à l'intensité, à l'accélération, à l'hyperconsommation, à cette espèce de tendance de la performance où je ne peux être performant que si je me dope. Et pour moi, l'addiction commence à devenir une partie indispensable au vécu social, pratiquement. Peut-être pas l'addiction sous la forme de l'intoxication absolue, totale, mais la société addictogène étant ce qu'elle est, à mon sens, si je ne suis pas partie prenante de l'addictogène, IT, je suis mal parti. Alors, ça c'est un peu déprimant. Maintenant, tu as fini, David, sur cette idée des normes, qui est qu'on gère tout ça à coup de est-ce qu'on est dans la norme médicale, est-ce qu'on est dans la norme sociale, est-ce qu'on est dans la norme comportementale. Alors, si je veux être dans la norme aujourd'hui, je dois être dans la norme addictive, pratiquement. Et on parlait hier soir, Cosmo, de cette histoire complexe de l'approche scientifique et médicale au travers de la norme. Est-ce qu'il y a une possibilité réelle de porter un regard médical sur l'addiction? It's a very interesting question. C'est une question très intéressante. On vit bien sûr dans une société actidogène et je pense que la société capitaliste, on travaille et on consomme. Et je pense que l'addict, c'est le paragon de la société capitaliste parce que l'addict représente la surconsommation. Mais d'un autre côté, l'addict, il menace aussi les consommateurs normatifs parce que ça correspond à une perte de contrôle radicale. L'addict, c'est pas l'acteur autonome du modèle néolibéral. L'addict, il est hors contrôle. Il n'est pas autonome, il est dépendant. Si on pense à l'addiction, c'est que ça l'addict. Donc l'addict est hors norme. La déviance, les déviants, ce n'est pas une consommation normative. Donc si on habite dans une société addictogène, avec le concept du concept s'est étendu depuis des dernières décennies de l'alcool aux narcotiques et aussi des comportements de sexe, l'alimentation et le travail maintenant aussi et bien sûr le shopping. On parle des shopaholics, des personnes accros au travail. Donc le concept de l'addiction quelque part c'est une menace à la société moderne parce que les deux choses qui représentent la société moderne, le travail et la consommation, ils peuvent être considérés comme potentiellement addictogènes, des troubles addictifs. Donc la médecine, comme on sait, j'en parlais avec Christophe hier soir, la médecine s'est appropriée l'addict, le dépendant. Et en tant qu'historien de l'évolution du discours autour de l'addiction depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, pourquoi la médecine et comment ça c'est basé que la profession médicale a pu s'approprier l'addict parce que les modèles d'addiction, les modèles médicaux d'addiction sont peu fiables. Donc qu'est-ce que vous en pensez, David? Alors pourquoi on s'est approprié ça? Du coup, vous me traitiez de foucaldien avant que j'intervienne. Je pense que vous avez raison. Pour moi, oui, attendez, oui, parce que je m'entends en écho. Voilà. Je pense en effet que je situe ça à l'hygiénisme, en fait. C'est-à-dire que nos sociétés industrielles
on crée un moment de l'hygiénisme où du coup le pouvoir médical est venu un peu réguler ces modes ces incontinences sociales là, que représente l'alcoolisme en particulier. Hein. C'est comme ça qu'elle s'est structurée. Et du coup, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je situe la mise en œuvre d'un pouvoir médical dessus. Je pense que ce pouvoir, il n'est pas exclusif. Je pense qu'il est... on ne faut pas non plus le caricaturer. Et j'ai l'impression que justement, il est urgent de changer de paradigme. Mais je crois que c'est déjà à l'œuvre. Et voilà. En tout cas, pour moi, il n'est pas de la fonction, même si ça a été le cas historiquement, du soignant de créer des normes. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Non, je ne suis pas certain non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être des médecins dans la salle, des docteurs en médecine, mais c'est toujours été un mystère pour moi et j'ai travaillé dans le traitement de l'addiction. Pourquoi l'addict est devenu l'objet de la gouvernance médicale? Les psychiatres, en général, ils gèrent des programmes cliniques, de soins cliniques, mais c'est pas tout clair que l'addiction c'est un problème médical. Est-ce que ça répond à la question? Fondamentalement, l'addiction c'est un problème hybride, mais on peut certainement dire que c'est un problème de volonté si c'est un trouble médical. En termes de modèle, le modèle de neurolimbique et de dopamine est problématique, et pas très fiable et pas très. Il n'y a pas de base matérielle pour de dire que l'addiction est un modèle biologique. Et c'est réductionniste de toute façon. Il y a plein de variables psychosociales. En tout cas, c'est mon point de vue. On pourrait ressortir l'expérience du Rat Park, bon, qui est un peu ancienne, mais que je trouve assez intéressante. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, qui quand même... on avait je la trouve intéressante cette expérience à plusieurs titres. D'une part parce que ça me montre comment on crée une réalité dans la façon même dont on conçoit une étude, et puis comment les choses peuvent être aussi déconstruites. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas la Rat Park, c'est simplement pour pouvoir créer des modèles animaux des addictions, on met un rat dans une cage, on lui propose une solution à base de cocaïne, une solution à base d'eau. Il va préférer au bout d'un moment la solution à base de cocaïne, il va devenir accro, ça va être terrible, et puis résultat, la question de l'addiction n'est qu'une question d'offre. Voilà. Et du coup, les conséquences qui ont été tirées, pour le coup, sur le plan politique, c'est que du coup, la régulation passe par la régulation de l'offre. Donc, il faut à tout prix lutter contre les trafics, mettre des flics à tous les coins de rue et chasser le consommateur. Le Rat Park, qu'Alexander dans les années 70, ça date un peu maintenant, mais a mis en évidence, c'est que plutôt que de mettre les rats dans des cages de laboratoire, dont vous savez probablement qu'elles sont assez austères, il l'a mis dans une grande cage avec des jeux, avec d'autres souris, avec un collectif. Et finalement, on se rend compte que, certes, les rats vont expérimenter l'usage de la cocaïne, mais finalement, une partie infime en deviendra dépendant parce qu'il y a tout cet environnement social qui fait qu'on a une diversité de possibilités. Et du coup, la régulation, et ça va même plus loin parce que les rats qui du coup deviennent dépendants se mettent en manque pour pouvoir revenir à des interactions sociales avec le groupe de souris. C'est-à-dire qu'ils décident volontairement d'arrêter le produit. Ben voilà. Tout ça pour dire que du coup, la façon dont on a conçu les choses, c'est le fruit d'une histoire, et cette histoire, elle continue, et il y a encore à poursuivre cette approche-là. Voilà. Et du coup, la dimension sociale, c'est vrai que les sciences sociales sont toujours vécues comme des sciences molles, incomplètes, très humaines, avec des intrications entre le politique. On voit bien que la médecine aussi, finalement, mais en tout cas a toujours moins eu droit de citer. Voilà. Je pense que c'est important aussi de pouvoir rééquilibrer les choses, sans jeter d'un revers de la main d'ailleurs toutes les acquisitions de connaissances médicales, mais qu'on puisse rééquilibrer les choses. En tout cas, sur les addictions, ça me paraît extrêmement important. Il y a un point qui est très important dans tout cela, c'est que
Je vais mettre encore une autre couche sur de gonades dans la salle. Ça fait quand même pas mal d'années que tous les trois, là, on voit des gens qui ont des problèmes d'addiction. On emploie des modalités de prise en charge, de traitement différentes. Les taux de succès sont absolument, excusez-moi, merdiques. Je suis le premier à ne pas m'en vanter. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et je m'interroge toujours de savoir si ce qui ne va pas, c'est qu'on ne va pas contre des forts courants de civilisation, c'est ce que tu évoquais là dans la première partie de ton exposé, David, je crois, ou si on ne va pas sur un schéma qui est complètement obsolète. Parce qu'il y a une chose qui est très importante ici, que tu as dit, David, c'est que le taux d'obsolescence, quand on a un système en accélération, le taux d'obsolescence du système est en accélération au carré. Donc, nous sommes ici d'un certain âge et nous pensons le problème d'addiction d'une génération qui a probablement celle de nos enfants. L'obsolescence est par essence décrite dans ce que je viens de dire. Et j'ai toujours l'impression qu'on est complètement en retard, non pas de solution, mais en retard de compréhension. Alors, j'aimerais peut-être que vous répondiez, partager à ce côté un peu provocateur, je m'en excuse, mais que j'aime bien avoir. Well, I mean, I think it's a very interesting. Je crois que c'est une remarque très intéressante. Je pense que ce que dit Christophe est juste. C'est juste dire que les résultats des soins d'addiction ne sont pas géniaux, quelle que soit la modalité. Mais le paradigme n'a pas tellement changé depuis 40 ans. On a le traitement à 12 étapes, ce qui est c'est dominant en Amérique, et en France et en Angleterre, on a un autre. On a aussi le thérapie cognito-comportementale, mais ce qui changeait surtout, c'est que depuis 20 ans, c'est de voir l'addiction comme on s'est éloigné comme un concept de conception de maladie qu'un modèle de régulation interne de notre douleur, que ça vienne de l'enfance et de l'attachement. Et ça, c'est un volet très, très puissant. Mais quelle que soit la façon qu'on le regarde, les résultats ne sont pas géniaux. Mais peut-être lié aussi à la complexité de l'addiction. Je dirais qu'il n'y a pas un voie d'entrée dans l'addiction. Il y a plusieurs façons de rentrer dans l'addiction. Il y a aussi plusieurs voies de sortie. Si le débat est sur l'identité et le rétablissement, et j'y pensais hier soir au lit, et le rétablissement, c'est un concept très contesté finalement. Si on veut définir les rétablissements, ça dépend qui le définit. Il y a beaucoup de formes d'addiction et de rétablissement, mais les mauvais résultats finalement des traitements, ça vous parle du problème d'addiction. Nous en apprennent beaucoup parce que, en effet, je pense qu'en Amérique du Nord, ce modèle en 12 étapes, qui est voilà, tout à fait, de mon point de vue, à droite cité, ne correspond pas à tous les publics. Ce que nous a apporté, en tout cas, je trouve, ces dernières décennies, les Britanniques, c'est les expériences du type Housing First, qui me paraissent extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'on inverse la logique. C'est plutôt de se dire que le problème est l'addiction, le problème est le milieu. Et à partir du moment où on n'attend pas d'avoir une demande claire, nette, définie, mais que simplement on donne un toit à quelqu'un, on se rend compte que sa situation s'améliore. Ça se décline sur d'autres modalités. Je pense à tapage, pour ceux qui connaissent, avec le travail alternatif payé la journée pour des jeunes adolescents, jeunes adultes qui sont en proie aux addictions, à la rue. On leur donne un travail, ils sont payés le jour où ils travaillent, ils ne viennent pas le lendemain, ils ne viennent pas, mais petit à petit, ils sont inclus socialement et naturellement, leurs usages se régulent. Et ils s'organisent aussi entre eux, ce qui est très important. Ils s'organisent entre eux sans même que les soignants aient à dire quoi que ce soit, sans même que... Voilà. Et je pense que, pour moi, la place du soignant est toujours légitime, mais je pense qu'il faut pouvoir à la fois faire infuser dans l'opinion publique aussi qu'on a changé de paradigme depuis beaucoup plus longtemps qu'ils ne croient,
parce que je pense que là, on le constate à travers ce que vous dites, mais vraiment sur la question des addictions, on n'est plus sur des modèles ultra abstinentiels. L'abstinence a droit de citer, mais fait partie d'un panel de dispositifs en fonction des usages qu'on a, des problématiques sous-jacentes qu'on a à explorer, et que la première personne concernée a exploré aussi elle-même. Voilà. Libre à elle d'aller voir un soignant ou pas. Merci David. Je voudrais rebondir sur quelque chose d'important, c'est la Can- sorry. Well, can I say something? Est-ce que je pourrais juste réagir à ça? Vous en avez parlé tout à l'heure. Permettre à l'addict de choisir. Le problème de l'addiction, comme avec toutes sortes de problèmes, l'addict, c'est souvent la dernière personne à réaliser qu'il est addict. Et l'addiction est caractérisée par la déception de soi. Et contrairement à d'autres formes de thérapie, un bon soin d'addiction, comme je le fais, il faut que ça soit relativement prescriptif, parce qu'il faut montrer à l'addict leur addiction et éviter ce déni. Donc il faut aider le client quand même, le patient à reconnaître sa addiction. Donc je ne suis pas entièrement d'accord à ce que vous dites. En ce qui concerne le traitement, oui, il faut trouver leur voie, mais il faut que ça soit plus prescriptif que d'autres formes de psychothérapie. Alors je suis d'accord avec ce que vous dites. Néanmoins, je trouve intéressant, en particulier avec l'alcool, de pouvoir explorer tout ce qui est réduction des risques liés à l'alcool. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que pour moi, le déni de l'alcoolique en particulier, il tient alors à une constatation clinique, certes, mais dans une certaine mesure, on peut aussi se poser la question du déni de la place qu'on fait aussi à l'alcoolique. Je vais m'expliquer, et c'est pas vous que je vise particulièrement, je pense que vous le savez. C'est-à-dire que les concepts qu'on développe là à l'heure actuelle et qu'on essaie de pousser, c'est déjà, avant même de pouvoir parler de soins, parler de sécurisation des consommations et de zones de confort. Pendant qu'on fait ça, la personne continue probablement à se dégrader sur le plan somatique, on est bien d'accord. Mais en travaillant cette question de la zone de confort et de la sécurité des consommations, sécuriser les consommations, on crée un environnement qui va permettre à la personne de pouvoir se mettre en situation de sujet par rapport à l'objet addictif. Ça ne va pas résoudre toutes les questions liées au déni, mais je pense que ça en résoudra une partie non négligeable. Alors on va voir d'ici quelques décennies quels seront les résultats de ça, parce que là on est encore dans des velléités, mais vraiment là je crois que c'est je l'expérimente en particulier avec la mise à disposition de vape à destination des publics précaires dans mon association, et on se rend compte à quel point, juste par un comportement, parce qu'on ne supprime pas la nicotine, on ne supprime pas la dépendance au tabac, mais simplement en mettant la personne en situation de changer de modalité de consommation, on lui permet de reposer sa question de l'usage qu'elle fait, mais très naturellement, sans être dans une approche... vous avez vu que vous avez un problème avec ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, au départ, peut être uniquement financier. Oh, je n'arrive pas à finir mes fins de mois, j'aimerais bien avoir une vape parce que je ne peux pas acheter mon pot de tabac. Bon, bah ok, on va vous donner une vape. Et elle-même va cheminer. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, votre approche est tout à fait importante et nécessaire même, mais elle doit, de mon point de vue, être complétée par tous les 80% d'usagers problématiques qui, de toute façon, n'accéderont pas aux soins. Parce qu'ils savent d'emblée qu'on va leur, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'on va leur proposer un modèle abstinentiel dans lequel ils ne se reconnaissent pas. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a un retard clinique de 10-15 ans, pour l'usage d'alcool en particulier, entre le moment où une personne identifie qu'elle est en difficulté avec l'alcool et qu'elle en a conscience, et le moment où elle va rencontrer un soignant, il s'écoule 10-15 ans. Combien de dommages ont été réalisés en ces 10-15 ans ? C'est pas pour dire que les soignants font mal leur travail, on fait tous comme on peut, il faut pouvoir organiser les choses, mais il y a à compléter, c'est pas changer la façon dont on a proposé les soins, mais compléter avec une approche beaucoup plus articulée entre les dimensions sociales et les dimensions soignantes au sens strict. Voilà. Et c'est vraiment la réduction des risques qui nous permet de faire ça, qui est un concept ô combien britannique d'ailleurs.
tout cas c'est de vous qu'on l'a appris, avant on était plutôt dans des logiques très intellectualisantes sur, voilà, on comprenait, voilà. Heureusement qu'on a pu s'inspirer des pratiques de réduction des risques, qu'on explore maintenant sur plein de... Alors, je parle de moi là, de l'expérience que j'ai au sein de la Fédération Diction, qu'on explore sur plein de modalités, la question du tabagisme, la question de l'alcool, où on voit que l'alcool, paradoxalement, alors que c'est un produit quand même très ancien, la réduction des risques à l'alcool est très en retard. Là où, par exemple, sur la question des injections d'opiacés ou d'alcaloïdes, on a vu et on a démontré que ça avait des vrais effets. Pas forcément de soins, les gens n'arrêtent pas, hein. Mais au moins ça sécurise les dommages liés à leur consommation, et du coup s'ils veulent se soigner, ils ont les moyens de le soigner. Vous voyez, enfin, c'est-à-dire que du coup la perspective qu'on a n'est pas nécessairement la même. C'est-à-dire que là à ce moment-là je change de casquette, je mets plus dans une perspective soignante au sens strict du terme, mais plutôt d'une dimension d'inclusion sociale qui a un vrai effet sur les dommages, voilà, sur les dommages liés à ces consommations-là. Et parfois une régulation des consommations. Mais bon, ça mériterait d'être documenté davantage. Tu vois mieux. Je pensais, je reviens toujours à notre dîner d'hier soir, mais il y a une chose importante ici. On boit moins qu'avant, hein. On boit moins qu'il y a 5 siècles, beaucoup moins. On a probablement baissé notre niveau de tolérance, donc on a des effets de perte de contrôle supérieurs, mais on boit beaucoup moins. Donc il y a quand même des forces fortes d'autorégulation dans une civilisation. Et je voudrais attirer votre attention, je suis vraiment l'avocat du diable aujourd'hui, sur le fait que la civilisation occidentale a traversé le Moyen-Âge et la Renaissance et les temps modernes pour arriver au XXIe siècle avec ce qu'on peut penser de la société féodale, de la société monarchique absolue. Tout ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la civilisation a survécu des quantités de 8 litres de cidre par jour. Donc aujourd'hui, on est là en train de se dire il faut arrêter, il faut être abstinent. Et on s'aperçoit que quand on met des rats dans un parc sympathique, ils arrivent à continuer à évoluer comme corps social. Et on est là en train de se dire mon Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut casser le déni. J'étais le premier à penser qu'il fallait toujours casser le déni. Mais je crois qu'il faut essayer de danser avec le déni. Parce qu'il y a un autre déni ici qui est important, c'est que si je ne suis pas un participant actif de la société dans laquelle je vis, avec ses avatars et ses problèmes, et donc je dois être dans le déni de certaines choses par moment pour faire partie d'une communauté addictogène, je m'exclus aussi. Et si je m'exclus, je vais avoir d'autres problèmes psychologiques extrêmement graves, qui vont d'ailleurs conduire à d'autres conduites addictives, probablement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Cosmo? I don't know. Moi, je ne sais pas. Peut-être la bonne nouvelle, c'est d'après ce que je lis, c'est que les millennials, ils boivent et ils prennent moins de drogue et ils fument moins. 40% de toutes les boîtes de nuit qui étaient ouvertes en 2010 ont fermé depuis, parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Ma génération, on voulait aller sortir et draguer les filles et boire des coups, mais les jeunes, ça ne les intéresse pas, ils font autre chose. Donc pour revenir à ce que disait Christophe, je pense que si la tendance, c'est que les gens boivent moins et fument moins, certainement en Angleterre, ça m'intéresse de savoir si c'est vrai également en France. Peut-être l'abstinence les gens seront plus réceptifs à ça. Ce serait plus normatif d'être abstinent, même si ça peut paraître fou pour des gens de mon âge. Peut-être on va dans ce sens. Consommation chez les jeunes, on la constate aussi en France. En effet, les jeunes, l'enquête est récente, là, est sortie il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne. Donc en effet, les adolescents fument moins, les adolescents accèdent un peu plus à l'alcool. Mais je pense que, oui, enfin, vous avez raison. La différence, c'est que c'est la façon d'articuler les régulations qui est différente. C'est-à-dire vraiment, je pense que les adolescents sont plus attentifs à leur santé qu'on ne l'était probablement, ou moins prisonniers de logiques telles que je les ai décrites là dans les diaporamas. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu une victime béate. Je pense que
en faisant ce travail éducatif, hein, d'éducation à l'image, de prise de distance par rapport au fait qu'on... Enfin, je veux dire, vous dites à un quinquagénaire, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, ça ne leur parle pas forcément. Vous dites ça à un jeune, il sait tout de suite de quoi on parle, il sait qu'on parle d'informatique, des applications, etc. Et qu'il a bien compris qu'à un moment donné, il avait à se situer par rapport à ça. Enfin, je veux dire, vous avez raison, Christophe, aussi, ça pouvait paraître très pessimiste, là, mon diaporama, vraiment. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des phénomènes émergents que vous avez tout à fait bien... voilà, et des régulations qui se font, et c'est important. Et ces régulations, elles se font aussi... Je pense que le soignant, du coup, a sa place là-dedans, non pas en tant qu'agent normatif, mais en tant qu'accompagnant pour pouvoir à la fois accepter le fait que dans ces injonctions permanentes, il y a des gens qui restent en difficulté et du coup, il faut pouvoir les prendre en charge. On est là pour prendre en charge ce que sécrète la société de difficultés. Et ces difficultés ne sont pas en soi ça fait pas des parias, c'est pas parce qu'on addict qu'on est paria, c'est que l'addict vient nous dire quelque chose de la société dans laquelle on vit, et en soi, il est un agent utile. Comme on dit en France, la marge tient la page. Hein, voilà. Et que du coup, comme vous l'avez dit, c'est un parangon, mais c'est un parangon qui vient à la fois aussi nous alerter sur ce que vient de dire notre société. Enfin, voilà. Et du coup, quand on a une vision, une approche un peu comme ça, on a aussi une approche un peu plus inclusive et moins criminogène aussi de la personne addicte. Et je pense que ça peut participer à son rétablissement, tout en ne donnant pas l'impression qu'on va laisser la porte ouverte à toutes les fenêtres et que les adolescents vont voir ce modèle-là comme un modèle à suivre. Enfin, vous voyez ce que je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Souvent l'intention qu'on a, c'est vouloir à tout prix dire quelque chose très fort, interdire, en pensant que ça va marcher. Ça marchait dans les années 40. Voilà. Maintenant, ça ne fonctionne plus de cette façon-là. Et on voit là encore des tentations politiques de vouloir réguler la question des usages de drogue par des interdits normatifs et dont on voit très bien que ça ne percute pas du tout. Voilà. À l'heure actuelle, on est auto-entrepreneur de ses destinées. Je trouve ça, moi, personnellement, magnifique, plein d'embûches, mais magnifique. Voilà. Mais du coup, le rapport à l'autorité est complètement atomisé dans ces circonstances. Et du coup, il y a d'autres façons de faire qui sont... Alors, je fais référence là aux journées de Perpignan qui ont eu lieu la semaine dernière, sur François Julien, qui est sinologue, qui nous a un peu présenté une approche chinoise pour pouvoir accompagner. L'accompagnement n'est pas finalement d'entrer frontalement face à une personne pour lui faire rentrer à coups de marteau nos représentations, mais plutôt pouvoir accompagner par petites touches pour l'emmener quelque part là où finalement, il se rend compte qu'on a peut-être un destin commun qui est utile. Enfin, je pense que repenser l'accompagnement, c'est pas finalement le repenser, je pense que ça parle à pas mal de monde ici, mais ça me semble important parce que du coup, on sort de la stigmatisation de la personne consommatrice. Et d'ailleurs, on a trop vite fait le pont entre personnes consommatrices de produits et personnes dépendantes. Well, I mean... Yeah, true, but Ça c'est vrai, mais le problème de stigmatisation, c'est que l'addict sera toujours stigmatisé parce qu'il y a un côté moralisant du discours. En tout cas, en Angleterre, l'addict, au sens du sens commun, la perception de l'addict, c'est que quelqu'un avec peu de volonté, quelqu'un de pas bien finalement. Donc, l'avantage du discours médical, ça permet de repositionner ça. L'approche à 12 étapes, le discours ici emploie les termes médicaux comme la maladie, mais en fait, c'est une approche plus spirituelle. C'est vraiment, c'est pas un problème médical. Et ça se perd peut-être en traduction. Donc, le discours médical a son utilité, mais si on revient à l'identité peut être que je suis faible et je suis quelqu'un de mauvais, mais aux États-Unis, le précédent, c'était Trainer contre Turnage. S'il y a des Américains, vous connaissez ce procès en 88, il y a un joueur de basket américain qui buvait beaucoup. Et la qualité de son jeu a baissé
Et il avait une bourse, donc on lui a retiré sa bourse et il trouvait ça injuste et il trouvait que c'était une discrimination parce qu'il était addict, il est alcoolique, il a dû préserver sa bourse et donc c'est allé à la Cour suprême qui a défini l'alcoolisme comme un choix. Donc le addict est moralement responsable. Donc il y aura toujours des stigmatismes. Et c'est pour ça que c'est utile pour moi de venir à Paris. Moi, dans les pays anglo-saxons, il y a peut-être moins de stigmatisme parce que c'est plus acceptable culturellement de penser l'addiction et la maladie. Mais je pense que la personne moyenne dans la rue voit l'addiction comme une défaillance morale, un problème moral. Et je pense que l'addict voit les choses de la même manière. Et je pense c'est cette contre-identité ou cette identité négative qui naît du regard de la société, mais de l'expérience individuelle de l'addict. Et je crois que si je relie à ce que tu disais, David, sur la société addictogène et les courants forts là, c'est que ça va de plus en plus vite, on est de plus en plus vulnérable. La vulnérabilité dans notre société est associée à une valeur négative. C'est un échec. Ça engendre de la culpabilité, de la honte. Ça engendre une profonde identité négative. Donc, est-ce que c'est juste les publics vulnérables ou est-ce que c'est pas juste la vulnérabilité qui crée de la culpabilité? Et il y a un moment donné où on est toujours en position vulnérable avec un truc qui va de plus en plus vite et qu'on doit suivre. Donc, la logique ici, c'est que malheureusement, on crée, avec une société addictogène, à mon avis, des identités négatives. On crée, c'est là que le système est pervers. On va dans une société de meilleur confort, on consomme de plus en plus, la vulnérabilité devient un problème, ça change trop vite, et la vulnérabilité vient à l'encontre de l'identité sociale, et on consomme, on picole là-dessus. On picole beaucoup, je crois. Oui. Pour reprendre, pour poursuivre un peu ce que tu disais, et aussi dire que je suis d'accord, hein, le stigmate existera toujours. Moi, en tout cas, mon intention, c'est de pouvoir souligner ce paradoxe qui est qu'on nous enjoint à toujours plus consommer, mais que celui qui n'arrive pas à consommer convenablement, lui est stigmatisé. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans la norme si on consomme, même si les normes tendent à évoluer, etc. Mais on stigmatise d'autant plus celui qui n'arrive pas à consommer. Enfin, j'ai un exemple qui me vient. Je viens de Normandie, au Havre, on a fait ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus du pauvre. Un syndicaliste qui était docker, un syndicaliste des dockers, qui du coup, avait été accusé à tort de meurtre, et il y a eu une opération de décrédibilisation à outrance. Et une des façons de décrédibiliser, c'est lui dire que c'était un buveur d'eau. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme les dockers. Hein. Je rappelle que les dockers au Havre, début 20e, ils étaient payés dans des débits de boissons et en jetons, pas en argent. Voilà, ils étaient payés en jetons. C'est-à-dire que, bien sûr, du coup, le débitant de boissons faisait son beurre pareil. C'était très intriqué à l'identité. Voilà. Et du coup, voilà, ce que je veux dire par là, un peu en contraste, c'est que c'est ce paradoxe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit tous consommer quoi qu'il en soit, mais celui qui choisit soit le mauvais objet, soit la mauvaise intensité, lui est stigmatisé. Voilà. Et je pense que c'est pas pour dire qu'il ne faut pas de stigmate et que voilà, il faut croire au grand soir et qu'on aura un avenir radieux un jour. Je pense que c'est de l'utopie. Ça aide à avancer, mais on n'y sera pas. Mais par contre, se dire que on doit pouvoir remettre en perspective ça, ne serait-ce que pour le patient lui-même, qu'il puisse aussi trouver des ressources derrière pour pouvoir se rendre compte que ce déterminisme social-là, il peut y échapper dans une certaine mesure, peut-être, et que c'est une composante à intégrer au reste. Tu veux intervenir? On a encore 2 minutes. No, I mean, all I'd say is it sounds like you're screwed. Ce que je dirais, c'est qu'on est baissé des deux côtés. Que soit vous consommez de trop et vous êtes déviant, ou alors vous êtes abstinent. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus non plus dans une société de consommation dans l'addict.
a du mal dans les deux côtés, en fait. Ce serait ma dernière réflexion, oui. Si on avait appliqué des normes médicales strictes, si on avait appliqué des normes d'évaluation psychopathologique, de façon systématique dans la société, on n'aurait pas eu Beethoven, on n'aurait pas eu Einstein, on n'aurait pas eu Van Gogh. Ils auraient été en centre de soins mentaux. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait que les forces de transformation et de progrès de la société passent par la douleur et la souffrance, bien souvent, par l'inadéquation, pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Et je ne voudrais pas qu'on oublie les gens qui ont sacrifié leur corps de douleur à faire évoluer la civilisation et l'humanité. Et quand on regarde tout ça, parce que c'est très poignant, c'est très poignant. Donc je voulais juste vous rappeler ça comme ça pour un peu lâcher quelque chose à la fin. Je voudrais vous remercier tous deux, merci infiniment. On fait une pause, je crois, d'une demi-heure et après on attaque quelque chose de similaire mais différent avec Stu Fenton sur les communautés LGBT. Merci infiniment tous deux.